Eh bien, il est 11h05. Nous allons démarrer. Je suis très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup pour votre présence. Nous sommes plus de 60 maintenant. Je suis Philippe Gervais, directeur général de l'agence Adfinitas. Et moi, je suis John Fletcher. Bonjour aussi à tous et à toutes. Je suis planeur stratégique à l'agence et on est très heureux avec Philippe du coup de vous réunir aujourd'hui pour vous présenter Demain la veille, qui est un travail de projection vers l'avenir sur lequel on s'est penché avec le reste de l'agence pour voilà, vous embarquer dans ce que pourrait être le monde de la collecte en 2025. Alors, pourquoi 2025? Bon, en fait, c'est très simple, hein, parce que depuis au moins 5 ans, nous nous rendons compte, vous vous rendez compte, que notre monde et tous nos usages sont en train de changer à une vitesse fulgurante. Il est donc vraiment important de se projeter dans l'avenir pour pouvoir anticiper. Et c'est pour cela que nous sommes en joie de vous proposer aujourd'hui de faire un voyage en 2025. Pour certains, 2025, c'est dans 4 ans, mais en réalité, c'est déjà demain. C'est déjà demain pour imaginer comment le fundraising pourrait avoir changé et ainsi comment vous, les fundraisers, allez devoir anticiper et vous adapter progressivement dans les prochaines années aux évolutions en cours. Pour effectuer ensemble ce voyage en 2025, nous avons volontairement, et dans les meilleures conditions, on a volontairement coupé les micros, mais tout va bien, vous pourrez poster vos questions dans le chat. Et puis à la fin du webinaire, on s'octroiera un petit temps de questions-réponses pour pouvoir répondre à l'essentiel de vos questions. Autre chose importante, cette projection dans l'avenir ne peut se faire sans vous. C'est pourquoi, tout au long de ce voyage, nous allons vous soumettre des sondages. Je vous remercie d'ailleurs par avance d'y répondre tous, car vos réponses vont nous permettre de nous constituer un référentiel d'avenir commun que nous allons ensuite vous partager. Donc, plus vous serez nombreux à y répondre, plus le référentiel sera solide. Et d'ailleurs, en parlant de sondage, on va démarrer tout de suite pour se mettre en forme. Je vous propose de commencer avec cette question. En 2020, 25% des Français donnaient. À votre avis, en 2025, combien donneront? Ils seront moins de 45%, 50%, 55%, 60%, beaucoup plus? Je vous laisse une dizaine de secondes pour répondre. Allez-y. Et donc, la réponse va bientôt s'afficher, normalement. Il nous reste encore 10 personnes. Ouais. Et je vois qu'entre-temps, nous avons encore d'autres invités qui sont arrivés. Nous sommes en tout 74, ce qui est formidable. Allez, on met fin au vote. Alors, on va dire qu'une majorité voit un peu plus, mais on a quand même une personne sur 3 qui estime que moins de 45% des Français s'engageront. C'est assez intéressant comme sondage et de voir un petit peu cette ambivalence qui se dégage. Nous, c'est vrai qu'à l'agence, on est convaincu que cette évolution va se faire plutôt vers le plus, pour une raison très, très simple. Si je suis là à aujourd'hui, juste avant la crise sanitaire de mars 2020, vous le savez, hein, tout le mix marketing de collecte répond à certains codes. D'abord, nous avons 2 générations, les boomers et la génération silencieuse, qui embarquent et sont responsables de l'ensemble de la collecte, hein, un peu plus de 64%, et ce sont majoritairement des CSP+, avec un don moyen qui tourne aux alentours de 348 €. Le chèque et l'argent liquide sont et restent pour l'instant le moyen de mode de règlement du don majoritaire. On est toujours à 41% sur le chèque, 32% sur l'argent liquide. Les supports d'activation ont toujours comme trio de tête le mailing, le street marketing et les événements. Donc rappelez-vous, on est en 2020 avant le confinement, hein. Et puis, vous avez une défiscalisation qui est très, très forte
et qui marque l'engagement des Français. D'abord, celui de fin d'année, hein, bien entendu, avec l'impôt sur le revenu. Et puis, pour les fondations, vous avez un pic sur avril et mai. Et donc, cette fiscalité marque la saisonnalité du don. La question est très simple. Quand sera-t-il en 2025? Et surtout, quand sera-t-il dès demain, à la sortie de la crise sanitaire que nous subissons depuis plus d'un an? Allez, je vous propose de ne plus tarder. On attaque. Partons à présent en 2025. Et alors, l'idée, c'est de vous projeter dans 4 ans. Donc, bienvenue en 2025, un monde où la collecte aura bien changé et où il ne sera pas étonnant de croiser quelqu'un dans la rue en train de parler à son smartphone et de lui dire, par exemple, Alexa, commande-moi un taxi, s'il te plaît, et en passant, fais un don de 20 € à Greenpeace pour compenser mon bilan carbone. Ben oui, parce qu'à travers le don, on compensera toutes nos actions. Bienvenue en 2025, un monde dans lequel des nouveaux termes vont nourrir nos réunions marketing et nos réflexions. Ça va être des termes comme cashless, activation vocale, génération alpha, éphémère. Ça peut être aussi le crypto-don, le game raiser, le game raising, le contenu amateur et bien d'autres termes qui nourriront toutes nos réunions marketing et tous nos échanges. En imaginant 2025, on s'est également efforcé de déterminer comment ces changements avaient impacté 4 ans plus tard l'engagement des Français, notre manière de communiquer, notre manière de collecter des dons, mais surtout comment ça allait aussi impacter nos méthodes de travail et également nos campagnes. Donc, à travers ce webinaire, nous allons essayer de répondre à ces 4 questions tout au long de la présentation et sur la base d'une méthodologie prédictive que John va maintenant vous présenter. Oui, concernant la méthode, elle est très simple. En fait, à chaque fois, on va commencer par vous annoncer un grand changement. Donc, ces grands changements, qu'est-ce que c'est? Ce sont des évolutions en fait notables en cours qui risquent de transformer, vraiment de métamorphoser la collecte de fonds en 2025. Donc aujourd'hui, on a décidé, parce qu'on a un temps imparti pour cette présentation orale, de vous présenter uniquement 5 grands changements. Mais en tout, on en a identifié 14, donc vous pourrez découvrir tous les autres dans notre livre blanc plus écrit, plus détaillé, que vous pourrez bientôt télécharger. Chacun de ces changements, évidemment, chacune de nos prédictions, elle ne sort pas de notre chapeau, on ne l'a pas imaginé, on n'a pas fait du doigt mouillé pour vous dire qu'il se passera telle chose ou telle chose en 2025. Donc en fait, pour chacun de ces changements, on va vous donner une série de preuves, une série de raisons d'y croire. En fait, tous les éléments qui nous permettent d'affirmer avec plus ou moins de certitude que ces changements sont vraiment réels et que ça va vraiment exploser en 2025. Ces changements, ça peut être des technologies en cours ou à venir, ça peut être une constatation de nouveaux usages, de nouveaux comportements qu'on peut vraiment constater et qu'on peut justifier par des chiffres, ça peut être des cas du monde marchand comme des cas de la collecte, en gros, tout ce qui nous permet de justifier un peu ce qu'on va vous dire aujourd'hui. Et enfin, comme disait Philippe, le plus important pour vous comme pour nous, c'est de vous présenter un peu les impacts de ces grands changements sur la collecte. En quoi ces changements ils vont modifier demain notre mix collecte, c'est-à-dire en quoi ça va modifier notre choix de médias, nos dispositifs de campagne, notre manière de collecter, de communiquer, d'appeler aux dons, les moyens de paiement, nos processus internes, etc. C'est un travail évidemment qu'on n'a pas fait seul, Philippe et moi, dans notre coin. On a évidemment collaboré avec toute l'agence, avec tous nos experts, que ce soit notre directrice de création, notre directeur marketing, notre directeur du digital et tous les autres experts de l'agence. Et pour finir juste sur la méthode, avant de redonner la parole à Philippe, on voulait juste vous dire que notre ambition aujourd'hui, ce n'était pas de vous présenter uniquement des changements un peu cool, des innovations voilà, un peu tendance qui nous permettent juste de briller, c'est vraiment de vous montrer des grands changements où on a l'intime conviction que c'est en train de métamorphoser les usages et que ça va transformer la collecte et qu'on va des changements qu'on va devoir vraiment prendre en compte si finalement en 2025, on veut continuer à collecter de manière efficace et héroïste. Alors, bienvenue en 2025, une ère où le paysage générationnel a changé. On ne peut pas entrer en 2025 sans aborder en premier lieu les cibles. Et d'ailleurs, en parlant de cibles, à votre avis, en 2025, est-ce que les jeunes générations X, Y, Z s'engageront-elles beaucoup plus que les seniors et les boomers? Donc, A, non. Oui, elles donneront plus. Oui, elles donneront plus souvent.
oui, elles s'engageront davantage par les actes que par le don. Je vous laisse allez, 10-15 secondes pour répondre. Attention, allez, c'est parti. Alors, n'oubliez pas de bien tous répondre, hein. On est en train de se constituer un référentiel important. On va avoir la réponse. Attention. Ouh, ah, super. Oui, effectivement, elles donneront plus souvent, mais la grande majorité considère qu'elle s'engagera davantage par les actes que par le don. John? Bah, ouais, merci. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir votre avis sur la question parce que c'est difficile de répondre à cette question aujourd'hui. Mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a beaucoup d'indices qui montrent, voilà, de signaux qui montrent qu'aujourd'hui, les jeunes générations, elles sont de plus en plus amenées à s'engager par les actes. Et donc, on peut se poser la question si demain, qui est peut-être significatif de votre inquiétude de tout à l'heure sur la part des Français qui donneront, c'est vrai qu'on peut se demander si ces jeunes générations qui s'engagent beaucoup par les actes continueront à s'engager demain par le don. Voilà, c'est quelque chose qu'on va devoir en tout cas surveiller dans les années à venir. En tout cas, il y a plusieurs points qu'on peut déjà affirmer aujourd'hui avec certitude sur la transformation générationnelle en 2025, sur le nouveau paysage générationnel. Les générations, on va aller assez vite dessus parce qu'on sait que vous les connaissez déjà. Tous les impacts sur chaque génération de cette mutation, vous pourrez les trouver dans notre livre blanc, mais très rapidement, on peut se dire que les seniors, ce qu'on appelle la génération silencieuse, elle va tendre à disparaître progressivement parce qu'elle est vieillissante forcément. Et du coup, cette disparition progressive, elle va nous permettre de faire un marketing peut-être un peu moins misérabiliste, un marketing un peu moins traditionnel, et du coup de pouvoir se concentrer sur toutes les attentes, les nouvelles motivations, les nouveaux usages de toutes les autres générations de donateurs qui seront voilà, le potentiel de demain. Parce que toutes ces générations de donateurs, elles ont des nouveaux usages, et justement, tous ces usages, tous ces nouveaux leviers de collecte qu'on va développer, c'est un peu les grands changements dont on va vous parler ensuite, qu'il va falloir considérer sérieusement dans les années à venir. Ensuite, très rapidement, les boomers, en 2025, ils auront tous plus de 60 ans, donc ce sera pour la plupart des jeunes retraités. Ils auront beaucoup de temps à consacrer, on sait qu'ils ne veulent pas être inactifs à la retraite, donc ce sera une grande cible du bénévolat. La génération X, ça va devenir la nouvelle cible à plus haut potentiel de la collecte. Elle va lentement remplacer les boomers dans cette position parce que l'âge en fait de la génération X va faire qu'ils vont accéder aux postes à plus haute responsabilité, avoir plus d'argent, donc ils vont avoir un haut potentiel au niveau de leurs revenus, mais aussi un haut potentiel parce que comme on sait que cette cible est très à l'aise sur le digital, eh bien, on va pouvoir les adresser sur les canaux. Les Y, très rapidement, qu'on appelle aussi les millénials, c'est souvent le mot qu'on a utilisé pour dire en gros les jeunes. Faut se dire qu'en fait, les Y ne seront plus des jeunes en 2025. Ils auront, pour certains, 45 ans. Une belle moitié aura des enfants. Donc, il faudra continuer à s'adresser à eux désormais en tant qu'adultes. Et enfin, les Z, qui sont les adolescents aujourd'hui, en 2025, les plus vieux auront 25 ans, ils commenceront à travailler, à gagner de l'argent, et donc ça sera intéressant de les cibler pour un premier petit don. Si on rentre juste un peu plus dans... Excuse-moi de te couper. John, excuse-moi de te couper. Je voudrais aussi insister sur le fait, c'est que les boomers, qui seront effectivement des retraités, seront aussi la future cible pour les legs et les donations. Seulement, ça va implémenter une chose, c'est que vous devrez élargir l'ensemble des points de contact et les canaux, puisque vous ne pourrez plus adresser les campagnes legs comme vous le faites aujourd'hui. Oui, en effet, c'est vrai qu'il faudra vraiment penser au digital à partir de demain pour commencer à préparer cette cible de boomers au leg. La vraie particularité de cette mutation générationnelle, ce nouveau paysage générationnel en 2025 dont on voulait vous parler, c'est l'émergence d'une nouvelle génération qu'on appelle la génération A, comme génération alpha. Cette génération, concrètement, aujourd'hui, c'est des bébés, c'est des enfants, ils ont moins de 11 ans, ils sont nés à partir de 2010, on n'en sait pas beaucoup sur eux. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une génération qui est presque littéralement née avec un smartphone dans les mains. C'est vraiment la première génération 100% digitale. Donc, c'est une génération qui risque de bousculer tous les usages, qui risque de vraiment rebattre les cartes et qui va du coup être très intéressante et très importante d'étudier dans les années à venir pour comprendre leurs usages, leurs motivations, leurs comportements et afin de pouvoir un jour, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, arriver à révéler tout leur potentiel d'engagement. Et c'est une génération qu'on appelle A
comme génération alpha, parce qu'en fait, tout simplement, il n'y avait plus de lettres dans l'alphabet après X, Y et Z. Donc, on recommence au début de l'alphabet avec la lettre A. Et c'est un beau symbole, en fait, que cette génération, voilà, elle va vraiment redémarrer un cycle dans les usages. Donc, voilà pour ce paysage générationnel de 2025. C'était le premier grand changement qu'on voulait vous présenter assez rapidement, parce que ça permet de planter un peu le décor de 2025. Alors, nous sommes en 2025. Nous vivons dans une société cashless. La société cashless, c'est l'autre bouleversement majeur après le bouleversement des cibles que nous avons connu depuis 2021. En 2025, on vit effectivement dans une société où l'argent liquide et le chèque ont totalement disparu au profit de toutes les formes de paiement dématérialisées. Donc, imaginez, vos mailings n'auront plus de bulletins de dons. Les sociétés de fulfillment auront dû faire évoluer l'ensemble de leur offre pour vous aider à réconcilier vos campagnes d'appel à dons et surtout la traçabilité des dons. Et puis, une partie de vos dons offline non attribués n'aura jamais été aussi importante, puisque une multitude de points de contact permettra à quelqu'un de faire un don à travers son smartphone ou à travers d'autres moyens de paiement que nous verrons tout à l'heure. Et donc, sur cette société cashless, à votre avis, la majorité des dons en 2025 sera dématérialisée. C'est-à-dire qu'en gros, on aura une disparition croissante du chèque et du cash. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation ou non? Donc, je vous laisse encore une fois 15 secondes pour y répondre et d'y répondre tous. Nous sommes aujourd'hui 78, donc plus vous êtes nombreux à répondre, plus le référentiel commun que nous sommes en train de nous construire pour l'avenir aura davantage de crédibilité. Donc, allez-y. Oui, c'est super ça. Effectivement, vous aussi, vous êtes convaincus que nous vivrons dans une société cashless et que le chèque et le cash auront totalement disparu au profit des dons dématérialisés. John? Ouais, bah évidemment, nous, si on vous parle de ça, c'est que chez Affinitas, on est intimement persuadé qu'on se dirige vers une société cashless. Pourquoi on a cette conviction? Il y a plusieurs signaux qui nous montrent qu'on va dans ce sens. Tout d'abord, le premier signal, c'est qu'en fait, très simplement, les solutions de paiement dématérialisées, elles existent, elles sont nombreuses, elles sont répandues, elles sont utilisées par une grande partie de la population. Il y a la généralisation du paiement sans contact via sa carte bleue qu'on connaît tous. Et il y a aussi le paiement par mobile, comme le disait Philippe. Donc, le paiement par mobile, c'est plus aujourd'hui un gadget, c'est un réel usage. Il y a une étude qui a été menée par l'ADN qui montre que quand on questionne les Français, plus de la moitié des Français pensent qu'en 2025, le paiement par mobile sera le premier moyen de paiement. Et voilà, ces solutions, on les connaît. Il y a le paiement via Google, il y a le paiement via Apple Pay. Apple Pay, c'est quand même 10 milliards de transactions par an parce que c'est accessible via toutes les cartes bleues, c'est accepté par les 3/4 des commerçants. Et il y a d'autres solutions aussi qui nous viennent d'Asie, comme Alipay, WeChat Pay, qui ont des millions et des millions, des centaines de millions d'utilisateurs là-bas. Pourquoi je vous parle de WeChat Pay? Parce que WeChat Pay, c'est un bon exemple qu'au-delà du paiement, ces solutions de paiement par mobile, elles permettent aussi de collecter de l'argent. La fondation qui est associée à WeChat Pay, elle collecte par an l'équivalent de plus de 300 millions d'euros. Ensuite, le deuxième signal, c'est que toujours si on regarde du côté de la Chine, qui est un bon exemple pour nous parce qu'elle est en avance sur ce sujet, en Chine, aujourd'hui, il y a déjà 85% des transactions au global qui sont dématérialisées, soit 10 fois plus qu'il y a une dizaine d'années, ce qui montre à quel point l'évolution est fulgurante. Et pour en revenir à la France, en fait, très concrètement, les chiffres, ils nous montrent simplement que le chèque et le cash sont en train de lentement disparaître. Un chiffre assez marquant, en France, il y a 3000 distributeurs à billets qui sont murés chaque jour, ce qui équivaut à 3 par an. 3000 par an, pardon, ce qui équivaut à 3 par jour. Alors, je me reprends. Voilà, ce qui montre que du coup, très simplement, les Français, ils ont beaucoup moins l'utilisation quotidienne du cash sur eux, quoi. Concernant le chèque, en gros, le chèque, il représente plus que 10% des transactions au global en France, alors que 40% des donateurs, ils privilégient encore ce moyen de paiement. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre qu'en fait, il y a un vrai décalage entre le monde de la collecte et le reste des marchés.
on est un petit peu en retard. Et ce retard, il s'explique simplement par le fait que, très simplement, notre cible, elle est plus vieille que la moyenne. Mais être en retard, ça ne signifie pas qu'on ne va pas suivre la même évolution, parce qu'on sait déjà que dans le digital, les donateurs, finalement, aujourd'hui, sont déjà 2/3, les donateurs au global, ils sont déjà 2/3 à avoir déjà fait un don en ligne. Il y a déjà beaucoup en fait, d'exemples d'initiatives de collègues qui utilisent du coup le don dématérialisé. À Londres, par exemple, il y a une initiative qui s'appelle Tap London. Tap London, c'est quoi? C'est une centaine de bornes qui permettent de faire un don sans contact dans des galeries commerciales, dans la rue, dans le métro. Comme ça, un Londonien peut faire un petit don de 3 pounds sur son chemin. Et on voulait vous montrer un cas beaucoup plus créatif de l'utilisation du don sans contact. Voilà, donc ce qui est intéressant avec ce cas où du coup on pousse les gens à s'asseoir sur une chaise pour faire un don sans contact pour les sensibiliser au cancer de la prostate, c'est que finalement l'utilisation du don sans contact, c'est pas seulement un usage pratique, c'est vraiment un usage qui peut être au cœur d'une création et qui peut servir le discours de marque. Donc ça montre un peu voilà, les possibilités créatives qui vont s'ouvrir en 2025 avec la généralisation du paiement dématérialisé. Cette société cashless, cette tendance, ça a vraiment été boostée et accélérée pendant la crise de la Covid-19. Depuis le début du confinement, on a pu le constater parce que l'invitation à respecter les gestes barrières, bah, finalement, elle a poussé tout le monde à privilégier le paiement dématérialisé. Ça, personne n'a pu le louper. Le plafond du côté des consommateurs, le plafond du paiement sans contact, il est passé de 30 € à 50 €, donc une simple évolution de 20 € qui a vraiment boosté l'usage. Parce qu'en fait, 50 €, c'est 80% de nos paiements au quotidien de petits achats, ils sont en dessous de ce plafond de 50 €. Du côté des commerçants, aujourd'hui, tout le monde est équipé. C'est-à-dire que si on va chez Carrefour, qui est un gros distributeur, ou dans la petite boulangerie au coin de notre rue, on peut aujourd'hui faire un don sans contact, un paiement sans contact, pardon, à partir de 1 €, ce qui était plus compliqué auparavant. Et nous, chez Adfinitas, on a pu vraiment constater cette évolution fulgurante des usages. C'est-à-dire que cette dernière année, on a vu arriver beaucoup plus de donateurs digitaux, beaucoup moins de dons par chèque. Et cette évolution, on ne l'a pas simplement constatée, on l'a aussi motivée en répartissant un peu mieux les budgets médias pour donner plus de place au digital, et aussi sur le print en apposant systématiquement finalement des QR codes sur les communications print pour permettre aux personnes plus âgées, aux profils plus traditionnels qui ont l'habitude de recevoir des courriers mais qui avaient un petit peu peur de se rendre à la poste, de pouvoir faire un don avec leur smartphone via un QR code. Donc cette crise, au moins, elle aura été l'opportunité de digitaliser, d'éduquer une cible traditionnelle assez accrochée à ses habitudes. Cette société de plus en plus cashless, elle va avoir 2 impacts sur la collecte. Le premier impact, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour les fundraisers, les street fundraisers, c'est que finalement, dans la rue, les donateurs, les passants, ils pourront plus dire « Ah bah désolé, mais moi, j'ai pas de monnaie sur moi, j'ai pas de cash sur moi ». Ils auront plus cette excuse, et c'est vraiment une réelle opportunité parce que en équipant toutes ces équipes sur place de devices, de matériel qui permet de collecter des dons dématérialisés, et ben pour les donateurs qui n'auront plus cette excuse, finalement, ne pas donner, ça sera synonyme d'être désintéressé, d'être radin ou de ne pas avoir de sous. En tout cas, voilà, globalement, de ne pas avoir envie de donner et pas pouvoir se reposer sur cette excuse. Donc, cette opportunité elle a déjà été saisie par l'Armée du Salut qui permet de faire un don via son smartphone sur Apple Pay ou Google Pay
dans la rue. Voilà, je vais montrer. Ouais, cette nouvelle pratique, c'est vraiment une aubaine pour les collecteurs, mais c'est aussi une pratique qui peut ouvrir d'autres possibilités créatives et intéressantes pour les donateurs. À Amsterdam, il y a par exemple une association qui s'appelle Helping Earth, qui a en fait créé des petits badges qu'ils ont donnés à des SDF et qui permet à n'importe qui dans la rue en fait, de faire un don sans contact directement à un SDF en posant sa carte sur son badge. Et ensuite, les SDF peuvent, en collectant de l'argent, réutiliser sur une plateforme cet argent pour se payer une douche, un repas, un logement, etc. Le deuxième impact, c'est qu'il va falloir connecter l'intégralité de nos supports pour rater aucune occasion de don dématérialisé. Parce que le don dématérialisé, il ne se fait pas simplement derrière son ordinateur ou son téléphone. Voilà. Le don dématérialisé, il peut se faire sur un support print. Donc, rajouter un QR code demain sur l'intégralité des affiches, des annonces presse, des courriers, c'est ce qui a fait l'opération piège jaune cette année pour faire face à la réalité de la pandémie, voilà, en digitalisant, en rajoutant un QR code pour faire un don sur ces campagnes print. Comme disait Philippe, ça veut dire aussi que si les supports print sont connectés, peut-être que des campagnes papier en 2025 n'inclueront plus de bulletins de dons parce que ça sera plus rentable d'en fournir et parce que l'usage sera installé. Et puisque le don finalement dématérialisé, il peut se faire aussi à d'autres endroits que sur du print, par exemple sur une affiche connectée dans la rue, interactive sous un abribus par exemple, ça va être de plus en plus intéressant de développer des expériences qui interpellent dans la rue comme ça les passants, qui leur permettent de faire une interaction, de vivre une expérience, avec évidemment à un moment, on va leur proposer de faire un don dématérialisé. Donc il y a un très bon cas comme ça d'expérience voilà, dans la rue qui pousse au don dématérialisé. Ça nous vient de Norvège, du Centre national contre le racisme, qui propose aux passants, via un simple don sans contact avec leur carte bleue, de disperser un rassemblement raciste qui est en fait un rassemblement haineux qui est juste présenté virtuellement, en réalité virtuelle, sur une affiche. Bon, c'est un autre exemple qui nous montre en tout cas que le don sans contact, ce n'est pas seulement un usage, c'est quelque chose qui peut rentrer au cœur d'une expérience et qui a le pouvoir de montrer au donateur que son don va avoir finalement un impact immédiat sur la cause qu'il décide de soutenir et de défendre via sa générosité. Bienvenue en 2025. Nous sommes à une époque où les intelligences artificielles se sont fondues dans notre quotidien. Ce ne sont pas des gadgets et encore moins une innovation. Elles se sont ancrées partout dans notre quotidien et elles vont faciliter notre travail de fundraiser. D'ailleurs, à ce propos, on va repartir sur un petit sondage. Dans quelle mesure, en 2025, l'intelligence artificielle pourrait vous être utile? Donc, première réponse, non, je ne vois pas bien l'utilité en collecte. Oui, elle facilitera la relation et la fidélisation des donateurs. Oui, elle facilitera la prospection des profils qualifiés.
Oui, elle servira à mieux fidéliser et prospecter, à savoir les deux. Donc, allons-y, on y va. Je vous laisse répondre. Et puis, encore une fois, dans 15 secondes, nous aurons les réponses. Répondez, hein, c'est super important. Plus nous sommes nombreux, plus le référentiel prend du poids. Attention, plus que 5 secondes. Oui, d'accord, ok. Donc pour vous, une très grande majorité, enfin une majorité, elle fidélisera et elle prospectera. En gros, il y aura un vrai changement puisque la réponse, on est quand même sur 3 oui en très grande majorité. John? Ouais, bah c'est rassurant de savoir que vous êtes 95% à y croire. Alors, les intelligences artificielles, on peut s'en servir de plein de manières, mais en tout cas, il y a très forte chance qu'on puisse presque plus s'en passer en 2025. C'est quoi nos raisons d'y croire dès aujourd'hui? Dès maintenant, en fait, on peut voir qu'aujourd'hui, en 2021, les intelligences artificielles, elles sont partout dans notre quotidien, elles s'immiscent partout. On sait qu'on en a dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, dans nos montres connectées, dans des objets connectés qu'on peut avoir chez nous. Mais en fait, elles s'immiscent dans bien d'autres choses dont on ne se rend pas compte. Aujourd'hui, il y a des ballons connectés, il y a des vêtements connectés, des ampoules connectées, il y a même des pneus connectés. Donc, elles s'immiscent vraiment partout. Comment elles arrivent à s'immiscer partout? euh, En fait, elles arrivent à s'immiscer partout parce qu'elles se font de plus en plus discrètes. C'est-à-dire qu'au début, tout le monde avait un petit peu peur des intelligences artificielles. Tout le monde disait, mon Dieu, on nous dit tout le temps que les intelligences artificielles sont 1000 fois plus intelligentes que nous. Un jour, la robotique va nous remplacer. Il n'y aura plus d'humanité. Les intelligences artificielles vont penser à notre place, créer à notre place, imaginer à notre place. Et du coup, face à ce refus, un peu face à cette peur du grand public, ceux qui créent, les ingénieurs qui créent ces IA, je vais dire IA maintenant, ça va m'embêter de répéter à chaque fois intelligence artificielle, ceux qui créent ces IA, ils leur attribuent des tâches beaucoup plus ennuyeuses. En fait, tout ce que ne veut pas faire l'homme, toutes les tâches rébarbatives de l'homme, tout ce dont l'homme aimerait bien se passer, l'homme avec un grand H. Ça permet du coup à l'homme avec un grand H, avec cette aide des IA, de se spécialiser dans ce qu'il aime, dans des tâches plus créatives, plus intéressantes, plus passionnantes, voilà, plus profondes. Du coup, un bon exemple de ça se passe dans les médias d'information, les médias financiers notamment. En fait, les médias financiers, tous les jours, ils ont besoin de créer et de diffuser tout un tas d'articles dès qu'il y a le moindre petit mouvement boursier. Du coup, c'est un travail qui est important pour les lecteurs, mais qui est vraiment clairement très long à faire, à produire et inintéressant pour les journaux. Du coup, ces journaux, en fait, ils vont laisser des intelligences artificielles écrire et diffuser automatiquement des petits articles comme ça dès qu'il y a un mouvement boursier. Et ça permet à leurs journalistes, eux, de se concentrer sur des articles de fond beaucoup plus longs à écrire et beaucoup plus intéressants. Donc les IA, elles s'immiscent partout parce qu'elles sont plus discrètes, mais aussi parce qu'elles sont beaucoup plus humaines. Alors, ce que vous voyez là à l'écran, ce n'est pas des êtres humains pris en photo, ce n'est pas des acteurs, voilà, des mannequins, etc. Ce sont des intelligences artificielles, plus vraies que nature, vraiment le paroxysme de l'intelligence artificielle. Ce qui se fait de mieux, en tout cas aujourd'hui, c'est un projet qui a été développé par Samsung qui s'appelle Néon, où en fait chacune de ces intelligences artificielles, elle est unique, elle a son propre physique, son propre style vestimentaire, sa propre manière de parler, son propre comportement, sa propre gestuelle, et même son propre champ lexical. En fait, chacune a sa propre personnalité, c'est-à-dire que si je vais poser la même question à deux de ces robots, finalement, ce n'est pas des humains, ils vont me répondre de manière différente. Celui qui tient par exemple des cartes dans sa main, qui est probablement un magicien, lui va peut-être me répondre sur le ton un peu du mystère ou de l'humour, alors que si je m'adresse à la personne qui est tout à gauche, qui a plus l'air d'être une prof de yoga, elle risque sûrement de me répondre avec un ton beaucoup plus zen, beaucoup plus apaisant. Voilà, en tout cas, ça montre vraiment vers quoi on se projette, en tout cas, en quoi les intelligences artificielles, elles deviennent de plus en plus réalistes pour être plus acceptées par le grand public. Les intelligences artificielles, encore une fois, la crise de la Covid-19, ça nous a permis de voir que son utilisation était en augmentation. Pourquoi? Parce qu'en fait, au début du confinement, il y a eu un tas d'intelligences artificielles qui ont été créées, lancées,
pour vraiment répondre en fait à tous les plus angoissés par le virus, à toutes les questions des gens qui étaient un petit peu paniqués, et ainsi pouvoir dépressuriser les médecins et les hôpitaux. Donc, il y a eu par exemple le COVID-Bot, qui était un chatbot d'autodiagnostic au Covid-19 qui permettait, en répondant à quelques questions, de savoir si on avait ou pas le virus. Il y a eu plein d'autres chatbots qui ont été créés sur Facebook Messenger, sur WhatsApp, sur Google, même des chatbots qui ont été créés par l'État pour répondre à rentrer en relation avec tout le monde et répondre aux questions, à n'importe quelle question sur le virus. Il y a eu un autre exemple qui était Covid IA, qui était une intelligence artificielle qui a été créée par des Français pour prévenir potentiellement d'autres vagues de propagation du virus. Donc l'idée, c'est pas de se dire si ces inventions ont fonctionné ou pas, c'est plus de vous montrer en fait que aujourd'hui, dès qu'il y a une situation d'urgence, dès qu'on doit gérer rapidement les choses, il y a un réflexe en fait qui est de créer, d'utiliser des intelligences artificielles pour se faciliter la vie. Ces IA, l'augmentation de l'utilisation de ces IA, elle va avoir trois impacts sur la collecte. Le premier impact, c'est qu'au-delà d'utiliser la robotique pour nous aider, par exemple, à gérer, à automatiser des plans médias, à faire plus facilement des bilans de campagne, on va vraiment pouvoir utiliser les IA pour faciliter notre quotidien de collecteur. Déjà, pour mieux gérer la relation donateur. Imaginons une période de l'année où vous êtes vraiment très occupé, c'est difficile pour vous de gérer tous vos donateurs et vos sympathisants. En fin d'année, quand c'est le gros pic de collecte, vous êtes très occupé, au moment où vous devez gérer une grande crise, ou pendant les vacances, tout simplement, quand vous êtes en sous-effectif, eh bien, une grande partie des appels téléphoniques qui pourraient être redirigés vers ce qu'on appelle des IA conversationnels, qui vont en fait rentrer en relation avec vos donateurs et sympathisants et répondre à leurs questions les plus communes. Ensuite, on pourra utiliser aussi des IA pour créer des contenus qu'on va rentrer dans la catégorie des contenus un peu basiques et instantanés. Je reprends l'exemple dans le même principe en fait, que les médias financiers. Imaginons qu'il y ait une catastrophe naturelle, un tremblement de terre qui se passe quelque part dans le monde et que vous ayez besoin de rebondir dessus parce que c'est votre sujet. Eh bien, vous pourriez très bien avoir une intelligence artificielle qui crée, qui rédige et diffuse automatiquement un article qui va informer la communauté de cette urgence et automatiquement appeler au don. Et enfin, on va pouvoir aussi utiliser des IA pour détecter beaucoup mieux des profils à haut potentiel. Il y a par exemple une initiative qui s'appelle Gratitude to Give, qui est en fait un système qui permet de donner un score à ses contacts selon leur historique de comportement et de pouvoir du coup voir si ça va être des potentiels donateurs ou non. Donc ça, c'est pour le premier impact. Le deuxième impact, c'est qu'il va vraiment falloir travailler son SEO. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui, en fait, je peux demander à Google ou à la FNAC, tiens, dis-moi quel est le meilleur appareil photo du marché en ce moment à moins de 500 €, et demain, je pourrais très bien demander à Google, OK Google, dis-moi en fait, c'est quoi la meilleure association en ce moment contre la faim dans le monde ? Et du coup, il va falloir en fait donner à Google et aux autres moteurs de recherche des raisons de vous recommander, des raisons très concrètes au-delà de votre discours de marque. C'est-à-dire que quel que soit votre champ de bataille, si vous vous battez plutôt sur le fait de dire nous, on va être recommandé parce qu'on est l'association la plus historique ou la présente dans le plus d'endroits du monde ou la plus grosse ou celle qui a le plus de projets, il va falloir en tout cas vous battre sur des sujets très concrets qui vont vous permettre d'être recommandé. Et dernier impact, si on arrive à des intelligences artificielles presque humaines, comme on vous a montré tout à l'heure avec le projet Néon, il y a une question qui va se poser pour vous, c'est de se dire finalement, quelle va être l'image de ma marque ? Si je dois résumer ma marque à une personne, un robot, mais qui a le visage d'un humain, quel va être son visage, son physique, son ton, son discours, son comportement, etc. Parce que si je suis Médecins sans frontières ou Greenpeace ou l'Institut Pasteur, je ne vais pas avoir la même intelligence artificielle pour me représenter parce que je ne suis pas la même marque, je n'ai pas le même discours et je n'ai pas la même audience. Donc, il va vraiment falloir travailler là-dessus. Et le deuxième point, c'est qu'on va même pouvoir aller plus loin et se dire, est-ce qu'on a plusieurs intelligences artificielles, une par région du monde ou une par expertise ? Alors, nous allons entrer dans la quatrième dimension du bouleversement qui a eu lieu en 2025. Nous sommes entrés en 2025 dans un ère vocal. L'ère vocale, c'est simple, ça veut dire que ça ne veut pas dire en fait que le digital a disparu. Quand je parle de digital, je parle de toutes les interactions technologiques que l'on fait à l'aide du doigt. Non, le digital existera toujours. Mais le vocal aura pris une vraie part dans les échanges conversationnels. Ça veut dire que tout le poids, toutes les innovations
vont être dirigés vers le vocal. D'ailleurs, à ce sujet-là, à votre avis, est-ce qu'en 2025, l'activation par commande vocale sera-t-elle un canal de collecte conséquent? Donc non, je ne crois pas du tout en ce canal de collecte. À voir, je vais pour l'instant observer et attendre les résultats. Oui, je compte le tester avant 2025. Oui, je l'ai d'ailleurs déjà testé. Allez-y, encore 10 secondes pour y répondre. Allez, 5 secondes. C'est parti, on va voir les résultats. D'accord. Donc, on ressent une curiosité, une envie de le tester, mais personne, effectivement, n'a pu le tester. Alors, c'est normal, hein, jusqu'à aujourd'hui, on est un petit peu coincé par les GAFA. Mais ce que je note, c'est que, hein, John, on a une vraie envie d'y aller. Hein. Ouais. En tout cas, voilà, c'est normal que vous soyez curieux parce que c'est encore une pratique qui est effectivement en test, en développement. Nous, en tout cas, on y croit beaucoup pour plusieurs raisons. Déjà, du côté des utilisateurs, bah, les gens sont plus équipés en device qui permettent de faire de la commande vocale ou du don vocal, surtout la génération Y et les CSP+. Et le paiement par commande vocale, dans le monde marchand, il est déjà adopté, surtout pour des petits achats de 10 € et de moins. Il y a à peu près la moitié des utilisateurs qui sont prêts à acheter, en tout cas à transférer de l'argent via commande vocale. Du côté des constructeurs, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, mais le marché des assistants vocaux, il est déjà ultra concurrentiel. Du côté de Google, ça dépasse les 1 milliard. Et du côté du monde marchand aussi, les grands distributeurs, ils commencent déjà à profiter de ce nouvel usage. Carrefour et la Fnac, par exemple, ils permettent déjà de faire un achat via commande vocale. Donc, on sait que le commerce vocal, il pourrait peser 40 milliards de dollars en 2022. Donc ça, c'est pour le monde marchand. Mais du coup, nous, du côté de la collecte, quels vont être les impacts? Le premier impact, c'est que la DRTV, elle va être de plus en plus instantanée et efficace. C'est-à-dire que si demain, je vois un spot publicitaire d'une association qui appelle au don à la télévision, je ne vais pas être obligé de prendre mon téléphone, de composer un numéro, d'attendre qu'un call center me réponde, etc. Je vais pouvoir directement ordonner à mon assistant vocal de faire un don à l'association que je viens de voir. Ensuite, le deuxième point, c'est que bah, si on veut en apprendre plus, il va falloir à un moment tester, même si je sais que vous êtes à la fois intéressé, à la fois frileux, parce que vous attendez un petit peu de voir comment ça se passe, il va falloir le tester. Pourquoi? Parce que c'est en testant qu'on va découvrir la meilleure formule. On sait que le Téléthon, ça fait déjà 3 ans qu'ils permettent de faire un don via Amazon Alexa. Bah, ces 3 ans, c'est 3 ans de recul qui leur permettent d'affiner un peu leur méthode et de trouver la formule parfaite pour collecter via commande vocale. Nous, en tout cas, chez Alfinitas, on maîtrise la technologie, on est prêt à vous accompagner sur ce type de projet. Ensuite, il y a le fait de créer du contenu vocal si on veut pousser le don vocal. Donc, le contenu vocal, ça peut être des petits spots publicitaires assez courts d'environ 15 secondes comme à la radio. Ça peut être des contenus beaucoup plus complets comme des podcasts. C'est la grande mode des podcasts en ce moment. Ça augmente de manière incroyable. Ça a beaucoup de succès. Et il y a aussi une nouvelle pratique qui sont les messages vocaux personnalisés. Donc ça, qu'est-ce que c'est les messages vocaux? C'est finalement aujourd'hui, il y a une nouvelle pratique, surtout chez les jeunes, qui fait que quand en fait, on a envie de raconter quelque chose à ses amis, plutôt que d'écrire un très long texte, un long SMS qui prend un quart d'heure à rédiger, bah, ça va être plus rapide et plus simple et plus personnel de laisser comme ça sur son téléphone un long message vocal que ses amis vont pouvoir écouter. Et cette pratique, elle est déjà reprise par le monde marchand. Sur Facebook, par exemple, pour poser des questions de SAV, je peux poser à une marque une question disant comment j'achète ce produit ou j'aimerais bien changer la taille, etc. Bah, la marque, plutôt que de m'envoyer un message, elle va m'envoyer un message vocal ou même un message vidéo qui est beaucoup plus rapide à faire et qui est surtout humanise la relation. Donc ce côté humanisation de la relation, c'est quelque chose qu'on pourrait reprendre en relation avec les donateurs et sympathisants. Et enfin, il va falloir associer du contenu visuel à du contenu vocal parce qu'on sait que les usages montrent aujourd'hui que la communication vocale n'est pas suffisante pour convaincre de convertir. Il faut associer avec du contenu visuel, donc par exemple une landing page qui donne plus de détails après une publicité vocale avant de faire un don par commande vocale. On voulait juste vous montrer très rapidement vers quoi on se projette en 2025. Alexa, play holiday music. Okay.
this year. Before you bring the holidays to your home. Alexa, donate to Toys for Tots. Okay, thank you. Bring hope for the holidays to a child in need. Ce qui est important avec cette vidéo, c'est surtout que, en fait, on voit que les marques du monde marchand vont dépenser beaucoup d'argent pour faire un travail de séduction, d'éducation auprès du grand public, pour leur montrer l'intérêt de cet usage qui est beaucoup plus rapide, etc. Donc, c'est un travail, c'est pas un travail qu'on va devoir faire, mais on va être beaucoup aidé par le monde marchand sur l'éducation du grand public. Et enfin, dernière partie qu'on vous présente là à l'oral. Bienvenue en 2025, où l'engagement citoyen se fera par le jeu. Bienvenue dans le Game Rising. En fait, aujourd'hui, ce qui est important, c'est de noter que ces jeunes générations de gamers de 2018-2020 et qui étaient engagées naturellement possèdent une culture de don sans contrepartie à travers tout le soutien qu'elles font naturellement auprès des streamers. Elles ont grandi et et leur pouvoir de don également a grandi. Et donc, en 2025, vous allez avoir des populations qui ont en elles naturellement le don, et elles seront beaucoup plus engagées. Et en effet, nous, ce qu'on prévoit, c'est que la sensibilisation, l'invitation à l'action et l'appel du don vont être beaucoup plus parlants et beaucoup plus efficaces en passant par le jeu, car au niveau de ces jeunes générations-là, qui sont devenues beaucoup plus grandes, ça va leur apporter, à travers l'engagement, un aspect ludique qui n'existait pas il y a 5 ans. D'ailleurs, à ce sujet-là, on va repartir sur un avant-dernier sondage. À votre avis, en 2025, aurez-vous déjà collecté de l'argent sur Twitch? Non, je n'ai pas prévu de collecter et de tester le gaming caritatif. Oui, mais seulement si le dispositif est cadré et le ROI sécurisé. Oui, j'en suis déjà en train d'y réfléchir. Oui, c'est presque certain, voire c'est déjà fait. Donc, je vous laisse répondre. On est toujours aussi nombreux. C'est très important. Nous avons 10 secondes. Allez, top. Encore 5 secondes. Et maintenant, nous allons avoir le résultat de notre sondage, ou qui est un peu plus partagé. Alors, bien entendu, vous êtes une majorité à dire oui, et on a cet intérêt. John, c'est intéressant quand même comme tendance. Ouais, c'est intéressant, c'est que vous êtes prêts à y aller, mais il y en a quand même pas mal d'entre vous qui ont besoin d'être rassurés, ce qu'on comprend. En tout cas, voilà, d'une manière ou d'une autre, que ce soit via Twitch ou autrement, on a de fortes raisons de croire que l'engagement se fera de plus en plus par le jeu en 2025. Plusieurs raisons qui sont toutes connectées au même constat, c'est que le jeu, de manière globale, il est vraiment en train d'exploser. Tout d'abord, le succès du live streaming, c'est incroyable. C'est 16 milliards d'heures de jeu qui ont été visionnées sur Twitch en 2020. Donc, c'est tout simplement énorme. Ensuite, on sait que les Français, de manière globale, ils sont en fait presque tous addicts au gaming, même ceux qui s'assument pas comme des joueurs, parce que, par exemple, sur l'Apple Store, on sait que les jeux représentent 70% des dépenses. Ensuite, dans le monde marchand, ce qu'on appelle la gamification, donc reprendre des codes du jeu dans la relation avec ses clients, ça existe déjà depuis plusieurs années, mais ça perdure. Sur Airbnb, on donne par exemple un badge de super host à ses meilleurs hôtes. Sur Uber, je peux aussi donner en tant que client tel ou tel badge à mon chauffeur si je juge qu'il conduit bien ou que sa voiture est propre ou qu'il est ponctuel, etc. Et pour en revenir à la collecte, ce qu'on appelle le caritative gaming, donc voilà, collecter, profiter d'une compétition de jeux en ligne pour collecter de l'argent pour une œuvre caritative, ça explose des records. Amnesty International, ils ont collecté en 2020 5,7 millions d'euros via l'événement Z-Event ou Z-Event que vous connaissez tous maintenant. C'est quand même 5 fois plus que le montant qui a été collecté 2 ans avant par Médecins sans frontières. Et voilà, on ne parle pas que d'une accumulation de petits dons en se disant c'est une cible de jeunes qui font des petits dons et tout. Pas du tout. Sur Twitch, il y a par exemple un don record de 75 000 euros ou dollars, je ne sais plus, qui a été collecté. C'est bien la preuve que voilà, la collecte sur ce média n'a rien d'anecdotique. Et le confinement, il a encore une fois accéléré le mouvement.
Tout le monde avait un peu de temps à perdre, donc ça a déclenché un boom du jeu vidéo sur tous les consoles, les téléphones, les ordinateurs et sur toutes les générations. Les ventes de Nintendo Switch, elles ont par exemple doublé entre 2019 et 2020. Et en fait, selon les experts, même s'il va y avoir un léger ralentissement de cette croissance en sortie de crise, la croissance de manière continue, elle va continuer à augmenter parce que les experts comme Ted Pollack, qui est un expert en jeux vidéo, il explique qu'en fait, qu'une fois que les joueurs ont touché au jeu, une fois que les gens ont touché au jeu, il reste des joueurs parce qu'ils y ont goûté, ils ont du mal à s'en séparer. Moi, j'ai par exemple acheté une PlayStation pendant le confinement pour, on va dire, remplir un peu mes soirées. Et ben aujourd'hui, alors que je peux sortir dehors, qu'il fait beau et que on est confiné officiellement, mais pas vraiment confiné, et ben je continue à jouer à la PlayStation une fois de temps en temps. Cet amour de plus en plus grand pour le jeu, il va avoir plusieurs impacts sur la collecte. Le premier impact, c'est que vu à quel point le caritative gaming est rentable, vu les chiffres, il va falloir le tester, il va falloir utiliser cette pratique pour collecter. On aurait pu vous proposer de rentrer en partenariat avec Zevent, mais ce qui est compliqué, c'est que Zevent, c'est seulement une association par an et qu'en plus, on ne connaît pas vraiment leurs critères de sélection. Donc, nous, on vous recommande plutôt d'organiser votre propre événement sur Twitch. Twitch, c'est quand même 83 millions de dollars collectés en 2020. Il y a plus de liberté et il y a déjà des acteurs français qui se sont lancés dessus. Action contre la faim, par exemple, fin 2020 avec son opération Le Stream contre la faim, ou plus récemment Médecins du Monde avec son opération Speed. Ensuite, comme disait Philippe tout à l'heure, il va falloir rajouter du ludique dans l'engagement pour le rendre plus attrayant pour les jeunes générations. Proposer des défis, des missions, c'est ce qu'a fait par exemple WWF sur un jeu qui s'appelle Fortnite, qui est un jeu en ligne, qui s'appelle un Battle Royale, qui est en gros un jeu où tout le monde peut se battre en ligne. Et bien, la particularité de ce jeu, c'est que chaque joueur peut se protéger en fait avec des constructions en bois qu'il construit sur le moment. Le défi, c'était pendant 2 heures de se battre sans aucune protection en bois, sans rien construire, histoire de sensibiliser les plus jeunes à la protection des ressources naturelles, en l'occurrence le bois. Ensuite, les grands joueurs, comme ils ont une audience aujourd'hui, grâce à Twitch notamment, YouTube aussi, ça devient de réelles stars. Il y a Squeezie qui est le plus gros joueur, le joueur le plus connu en France, qui a plus de 15 millions d'abonnés sur YouTube quand même. Donc ces joueurs, ça devient vraiment des stars, des influenceurs. Et il va falloir les transformer en ambassadeurs, s'adresser à eux pour les transformer en ambassadeurs de votre cause ou de votre association, parce qu'ils ont une très grosse audience. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on vous pousse aussi à gamifier de plus en plus la relation avec les donateurs. On sait qu'il y a des choses qui étaient un petit peu mal vues pendant un moment, qui étaient de dire est-ce qu'on donnerait un statut différent aux donateurs selon leurs dons, le montant de leurs dons, la récurrence de leurs dons, est-ce qu'on donnerait des badges aux sympathisants selon leur action. Par exemple, j'aide une grand-mère à traverser la rue, j'ai un badge de super-héros. Eh bien, c'est ce type de pratique qui peut paraître un peu trop commerciale, trop légère pour des générations comme les seniors et les boomers. Elles vont être très attrayantes et très motivantes pour les jeunes générations qui sont habituées à ce type de gamification partout dans leur quotidien. Donc, un exemple vraiment très parlant où ils sont allés jusqu'au bout, ça nous vient d'une association qui s'appelle Islamic Relief, qui est allée jusqu'au bout de l'idée en lançant Virtual Reality, une application qui présente l'aide internationale à la manière d'un jeu de stratégie. Imagine being an aid worker in Syria delivering life-saving care, or building microdam in Mali for families in need. Well, now you can experience what it's like yourself through a brand new interactive video game, Virtual Reality. It's the first ever video game to be created by a Muslim charity. When natural disaster hits or conflict strikes, you'll provide shelter, food and water to communities in crisis. Based on real projects, Virtual Reality is faith in action. An insight into Islamic relief and a fun, fast way to see how we save lives each and every single day. Discover the reality behind saving lives. Download today on Google Play and iOS App Stores. Bon, je vous rassure, on n'est pas obligé d'aller aussi loin tout de suite, on peut y aller progressivement, mais c'est intéressant de se pencher sur ce type de pratique pour convaincre les jeunes générations de s'engager. Donc voilà, merci pour votre écoute. On arrive sur la fin de notre présentation. On espère vous avoir projeté vraiment en 2025. On vous a présenté aujourd'hui seulement un condensé de 5 grands changements que vous pourrez découvrir plus en détail dans notre livre blanc, mais vous pourrez surtout découvrir dans notre livre blanc 9 autres grands changements à découvrir. Voilà, parce que c'est d'autres changements qui vont s'alimenter les uns les autres et qui vont métamorphoser les usages et du coup notre manière de collecter en 2025. Donc, on espère vraiment que vous allez les lire avec grand plaisir. Oui, et puis
Bah, avant de conclure, en fait, on voulait également vous expliquer que cette démarche, on l'avait entamée il y a plus d'un an et qu'on devait théoriquement vous la présenter quasiment il y a un an jour pour jour. Et on avait été empêché par ce premier confinement hein, qui avait déstabilisé un peu tout le monde. Et en fait, on s'était dit, mais mon Dieu, est-ce que cette projection 2025 va être mise en question par la crise du Covid? Et en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait le cas et qu'au contraire, la crise du Covid allait accélérer l'ensemble des prédictions que l'on entrevoit pour ce que sera demain le fundraising en 2025. Aujourd'hui, donc il faut vraiment noter qu'on est sur une véritable accélération provoquée par le Covid. Donc voilà, maintenant ce webinaire est terminé. On espère que ce voyage en 2025 vous a plu, vous a convaincu et qu'il vous inspire. Et donc, j'aimerais bien simplement vous dire, voilà, et vous maintenant, est-ce que vous vous sentez prêt à affronter 2025 ? Donc, on va passer aux questions-réponses. Oui, alors on avait une première question qui a trait plus au leg, qui est de savoir est-ce que cette tendance d'ajouter des QR codes un peu partout pour faciliter les parcours, ça peut avoir du sens également sur les outils leg, c'est-à-dire mettre des QR codes sur les dépliants ou les brochures pour générer soit des contacts directs de personnes qui demandent à être appelées ou des contacts indirects pour recevoir de l'info. Alors toi, Mathilde, qui est experte en leg chez nous, je pense que ça serait bien que tu y répondes. Moi, je trouve que ça a du sens parce que justement, on expliquait tout à l'heure qu'on va avoir un vrai switch générationnel dans le sens où nos testateurs, notre génération silencieuse, qui sont les personnes qui auront 85 ans en 2025, aujourd'hui, la stratégie leg, elle est pensée pour eux. Mais les prochains testateurs, qui sont donc les boomers, eux, ils ont une pratique, enfin, ils ont des usages qui sont complètement différents et qui utilisent le digital. Et du coup, pour mettre en place la stratégie leg performante de 2025, c'est nécessaire de mettre en place un pan du digital puisqu'ils utilisent ça au quotidien, ne serait-ce que pour lire leurs journaux, pour faire leur réservation de vacances en ligne, etc. Enfin, ou même des consultations. Maintenant, la télémédecine, c'est vraiment quelque chose qui a lieu. Donc, c'est quelque chose qui est dans leurs usages. Donc, tout à fait, c'est pertinent, même si ça peut sembler bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude, mais ça fait complètement sens, ouais. Après, on avait une autre question. Attends, je retourne. Ou Benjamin, peut-être si tu en as une sous la main. Moi, j'ai vu qu'au niveau des IA, il y avait eu une question pour savoir, qui était liée un peu à l'éthique. Et qui se posait la question, très justement, hein, en disant, tiens, est-ce que l'IA ira vraiment dans ce sens-là parce que le comité d'éthique interdit la trop forte ressemblance entre les robots et les humains. Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu ce sujet-là, mais quand on voit l'ensemble des évolutions de l'utilisation de l'intelligence artificielle sur l'iconographie, et notamment, entre guillemets, les portraits humains, pour interagir au niveau du conversationnel, que ce soit à travers écran interposé, ou encore l'utilisation de banques d'images de personnes totalement fictives et constituées comment dirais-je, constituées de photos constituées par l'intelligence artificielle. Nous, on pense qu'en 2025, effectivement, on aura du mal à faire la part du vrai ou du faux. Alors, peut-être que le comité d'éthique, par contre, demandera, et ça serait justifié, de préciser qu'en face de nous, on a une personne qui n'est pas réellement vraie et qui est plutôt une intelligence artificielle, pour plus de transparence et effectivement de clarté. Mais on pense qu'on ira effectivement là-dessus, parce qu'au final, on a besoin d'interagir avec cette impression d'être avec des humains. Et pour soutenir ce que dit Philippe, l'idée, c'est pas de tromper les donateurs, les sympathisants, c'est juste comme on sait qu'on est habitué de plus en plus à converser avec des chatbots, etc. C'est juste les rendre un peu plus humains, que ça soit un peu plus agréable de converser avec eux. Je vous prends juste un exemple. Aujourd'hui, si sur votre smartphone, vous taquinez un peu Siri, par exemple,
bah, Cyril est capable de vous répondre par une petite blague une fois de temps en temps. Voilà, ça rend la relation juste un peu moins robotique et un petit peu plus sympathique. Je vois, il y avait une quatrième question. Ouais, il y avait une question sur le gaming Voilà, c'est ça. en privé, on a un peu reformulé. Et en fait, l'idée, c'est est-ce que vous pensez qu'à terme, ça a du sens de penser des parcours de conso propres aux donateurs recrutés via le gaming? Est-ce que ça deviendra une vraie tendance par la suite ou simplement on les recollera à des parcours préexistants? Benjamin, toi qui es expert du gaming chez nous, Moi, je pense que c'est peut-être un peu tôt pour avoir cette réponse-là parce que même si je pense que c'est quelque chose qui se multiplie vraiment et qu'on va voir encore plus s'accélérer dans les prochaines années, on n'a pas pour l'instant un recul suffisant pour savoir si ces donateurs gaming, même si du coup ils rentreront par un point de contact qui est un peu différent des points de contact traditionnellement utilisés, est-ce que dans leurs usages, ils sont vraiment différents d'autres donateurs que vous avez déjà. Donc je pense que si le potentiel est suffisant, après, la question méritera d'être posée. Mais aujourd'hui, je pense que c'est dur d'y répondre parce que finalement, peut-être que une fois que ces donateurs font partie intégrante de vos fidèles, vous vous rendez compte qu'en fait, ils correspondent à d'autres profils qui existent déjà. et c'est vrai que tu as aussi tendance, Benjamin, de dire que les gamers, ce sont des donateurs naturels qui le font déjà sans contrepartie. Du coup, Ouais. la question, est-ce que tu vois, est-ce qu'un chaînage de consolidation serait des plus pertinents, puisque derrière, ils ont cette culture du don naturel. Ouais, c'est possible. Enfin, c'est justement ce pourquoi je pense on y croit aussi beaucoup à ce canal-là, c'est qu'en effet, sur Twitch, les utilisateurs ont déjà cette culture parce que pour soutenir leurs streamers, leurs créateurs de contenu préférés, ils leur donnent déjà régulièrement en live et donc ils sont déjà sensibilisés à l'acte de don sans contrepartie. Ils ont aussi certainement des habitudes de consolidation sur ces plateformes-là. Donc parfois, la question peut même être se poser de se dire est-ce qu'il faut leur penser des cycles de consolidation hors de ces plateformes ou au contraire au sein même de ces plateformes-là. D'accord. Là, je vois qu'on a une dernière question concernant la fiscalité. La question, alors je l'ai reformulée, j'espère juste, ça n'a pas été confirmé, j'espère que c'était vraiment ça, mais est-ce que, à votre avis, la fiscalité restera dans quelques années la principale motivation au don ou est-ce qu'elle va partager la vedette avec d'autres motivations? Alors nous, c'est vrai que quand on a fait l'exercice, on s'est posé la question, est-ce que la fiscalité restera en 2025 ? Et nous sommes restés sur une fiscalité du don, effectivement, en 2025 pour une raison qui est très simple, c'est que les États s'appuient toujours de plus en plus, d'année en année, sur les organisations pour pouvoir justement accomplir des missions que lui n'arrive pas à faire. Et donc, je pense qu'en contrepartie, il devra toujours amener cette motivation pour que on puisse continuer à financer les missions sociales des associations pour subvenir justement à ces missions qu'il ne peut pas faire. Et pour nuancer juste un tout petit peu ce que dit Philippe, question de Daniel Bruno, la fiscalité des dons n'est pas les motivations premières des donateurs, c'est juste un peu plus de dons. Ouais, alors c'est l'éternelle question. Moi, j'ai en tête une étude de l'année dernière en plein Covid qui disait est-ce que les donateurs vont continuer à soutenir l'engagement. En tout cas, c'est vrai qu'on a cette dualité et au départ, à chaque fois qu'on a ces enquêtes, les donateurs répondent très naturellement qu'ils soutiennent d'abord la cause. Mais au final, dans les faits, on se rend compte qu'on est vraiment sur ces pics. Et d'ailleurs, nous sommes sur un sujet où on est en train de se demander quel est le profil du donateur de 23h59 du 31 décembre, puisque, comme vous l'avez tous remarqué, le 31 décembre, à partir de 23h, vous avez un pic de dons phénoménal sur les sites. Donc, c'est vrai que bon, c'est une grande question. Là, on ne va pas la trancher. Mais on pense quand même que l'activation du don se fait essentiellement par la fiscalité.
Et je crois qu'il y avait une dernière question qui portait sur les QR codes et les moyens de paiement. Donc la question, si je ne me trompe pas, c'était un demande de conseil, en fait, une personne qui trouvait surtout des QR codes qui renvoient vers du contenu et pas vers des moyens de paiement. Ah oui. Moi, la réponse que je peux apporter là-dessus, donc j'ai pas une vision exhaustive de toutes les solutions de QR code et tous les moyens de paiement, mais de manière générale, ça va plutôt être une question de moyens de paiement plutôt que de solutions de QR code. Parce qu'un QR code, finalement, c'est une traduction d'un lien pour le rendre lisible par un appareil photo, par un téléphone. Et donc, en fait, si vous avez un lien qui permet d'accéder à un moyen de paiement direct, ça fonctionne avec un QR code. Par exemple, ce qui se fait, je pense, sur les mailings papier aujourd'hui, c'est des QR codes qui renvoient directement vers un formulaire de don Eraser via le lien. Alors après, ça dépend de la solution de paiement qui est derrière. On peut imaginer des choses avec des Apple Pay et d'autres solutions de paiement en one-click qui peuvent encore accélérer le passage jusqu'au don. Mais voilà, ça dépend plutôt de la solution de paiement derrière que de la solution de QR code, à mon sens. Voilà, je pense que Marido te remercie, Benjamin, pour cette clarification. Là, on n'a plus trop de questions, donc c'est formidable. Nous, en tout cas, on était ravis de vous recevoir, on était ravis d'échanger avec vous et on espère vraiment qu'à partir du mois de juin, on se reverra en vrai et je l'espère beaucoup au niveau du séminaire de la collecte de fonds fait par l'AFF. J'espère qu'on sera tous en présentiel et qu'on se verra. Donc, je vous dis au revoir et à très, très vite. Ah, je précise juste, on vous enverra mardi ou mercredi par un email le lien pour télécharger le livre blanc. Cette cette restitution a été enregistrée et on la diffusera sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez reconsulter ces infos. Et si jamais vous ne recevez pas l'email, sachez qu'on publiera ça également sur notre LinkedIn auquel vous pouvez vous abonner puisqu'on s'efforce d'y publier des contenus intéressants. Donc voilà. Donc, comme dit Philippe, je vous souhaite à tous une bonne journée et un grand merci pour votre présence à tous. À très bientôt à l'AFF. À tous. Merci.